Voici l'histoire d'un téléspectateur qui m'a contacté il y a quelques semaines. Son nom est Laurent Desfontaines. Et quand j'ai lu son message pour la première fois, j'ai dû relire 3 fois certains passages pour être sûr de bien comprendre l'ampleur de ce qu'il me racontait. Parce que c'est pas l'histoire qu'on s'attend à entendre quand on parle de ce genre d'arnaque. C'est pas l'histoire d'un retraité naïf qui rencontre une jeune femme dans un bar de Patong. C'est pas l'histoire d'un homme isolé qui envoie de l'argent par mandat à une inconnue rencontrée sur Internet. C'est pire que ça. Parce que Laurent était un dirigeant d'entreprise expérimenté, un homme qui avait passé 22 ans à négocier des contrats, à analyser des bilans, à débusquer les structures financières opaques chez ses propres clients. Un homme qui, sur le papier, aurait dû être complètement immunisé contre ce qui lui est arrivé. Et pourtant, en moins de 4 ans après avoir vendu son entreprise parisienne pour 3 200 000 € net, il a vu disparaître la majeure partie de ce capital dans des opérations qu'il a lui-même signées, validées, financées de sa propre main, sans menace, sans tromperie spectaculaire, sans jamais qu'on lui force la main. Avant de plonger dans son témoignage, dites-moi en commentaire d'où vous me regardez aujourd'hui, je lis chaque message avec attention. Et si l'histoire de Laurent vous touche, n'oubliez pas que le bouton de remerciement en dessous existe pour ceux qui veulent soutenir cette chaîne. Mon nom est Laurent Desfontaines, j'ai 58 ans, et je vais vous raconter comment j'ai perdu plus de 2 millions d'euros entre les mains d'une femme que j'avais épousée après 2 années de prudence apparente. Mais avant que vous ne jugiez ce qui m'est arrivé, il faut que vous compreniez où j'en étais quand cette histoire a commencé. Si vous appréciez les histoires que je raconte, pensez à appuyer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est essentiel pour la croissance de cette chaîne et m'aide à consacrer du temps à ces vidéos, malgré mon engagement professionnel à temps plein. Merci d'être là. Je suis né à Versailles, j'ai grandi, j'ai fait mes études secondaires avant d'intégrer une grande école d'ingénieurs parisienne. Mon père était cadre dans une compagnie d'assurance, ma mère professeure de lettres dans un lycée privé. Une famille bourgeoise classique, sans excès, où l'on apprenait dès l'enfance que l'argent se gagnait par le travail, qu'il se gérait par la rigueur, et qu'il ne fallait jamais le dépenser sans avoir vérifié 2 fois la cohérence de chaque opération. À 26 ans, après 5 années passées comme ingénieur conseil dans un grand cabinet, j'ai créé ma propre entreprise. Une petite société de prestations informatiques pour entreprises basée dans le 13e arrondissement de Paris, dans des bureaux que j'avais loués au 4e étage d'un immeuble haussmannien rénové. Au début, nous étions 3, moi un associé qui est parti au bout de 10 à 8 mois pour rejoindre une multinationale, et une assistante. Pendant les 5 premières années, j'ai dormi à mon bureau plus souvent qu'à mon domicile. J'ai signé des contrats avec des banques, des compagnies d'assurance, des groupes industriels, en proposant des prestations qui n'existaient pas encore sur le marché. Je travaillais 70 heures par semaine. Je n'ai pas pris une seule semaine de vacances entre l'âge de 26 ans et 32 ans. À 30 ans, je me suis marié avec Catherine, une femme rencontrée lors d'un dîner chez des amis communs. Elle était orthophoniste, douce, intelligente, parfaitement équilibrée. Nous avons eu 2 fils, Antoine et Maxime, nés à 10 à 8 mois d'intervalle. Pendant que je construisais l'entreprise, Catherine élevait les enfants à Versailles, dans un appartement haussmannien que nous avions acheté grâce à un emprunt sur 20 ans. Elle avait réduit son activité professionnelle de moitié pour s'occuper d'eux. Je rentrais à la maison à 22 heures, je voyais mes fils dormir, je repartais à 7 heures le lendemain matin. Catherine ne m'a jamais reproché ce rythme. Elle savait que je construisais quelque chose pour nous tous. Et l'entreprise, effectivement, grandissait. À 40 ans, nous étions 25 salariés. À 45 ans, 40. À 50 ans, 60 salariés et un chiffre d'affaires annuel d'environ 9 millions d'euros. J'avais déménagé les bureaux dans des locaux plus grands, toujours dans le 13e arrondissement, avec une vue sur la place d'Italie depuis mon propre bureau directorial. Mais c'est précisément à ce moment-là, quand l'entreprise a atteint sa maturité, que ma vie personnelle a commencé à s'effriter. J'ai pas vu Catherine s'éloigner. J'ai pas vu mes fils grandir. Antoine est entré en école d'ingénieur à Lyon, Maxime a fait ses études à Londres dans une école de commerce, et soudain, notre appartement de Versailles est devenu silencieux. Catherine et moi, nous sommes retrouvés face à face après 20 années de cohabitation organisée autour des enfants, et nous avons découvert que nous n'avions plus grand-chose à nous dire. Pas de drame, pas de cris. Juste une distance progressive, une conversation qui se réduisait aux questions logistiques et le sentiment grandissant que nous étions devenus 2 étrangers qui partageaient un toit. Quand Catherine m'a annoncé, un soir de septembre, qu'elle souhaitait que nous nous séparions, je n'ai pas été surpris. J'ai été soulagé. Et cette réaction m'a fait honte pendant des mois. Le divorce a duré 10 à 8 mois. Il a été financièrement coûteux et émotionnellement épuisant. Catherine a obtenu l'appartement de Versailles, une partie significative de mes avoirs personnels,
et une pension qui était parfaitement justifiée compte tenu de ce qu'elle avait sacrifié pour notre famille. Je ne lui en voulais pas. Je m'en voulais à moi-même. À 54 ans, je me suis retrouvé seul dans un appartement loué près de la place du Trocadéro, à Paris. Je continuais à diriger l'entreprise, mais je sentais que quelque chose s'était cassé en moi. Je rentrais le soir dans cet appartement vide, je commandais un repas livré, je m'asseyais devant la télévision sans vraiment la regarder, et je me posais cette question qui revenait chaque soir. Qu'est-ce que j'avais construit exactement pendant ces 22 années? Une entreprise prospère, certes. Une situation financière confortable, certainement. 2 fils brillants qui réussissaient leur vie sans avoir besoin de moi. Mais à part ça, qu'avais-je? Pas de femme, pas de projet personnel, pas de passion en dehors du travail, pas d'amis proches, parce que pendant 22 ans, j'avais pas eu le temps d'en cultiver. C'est dans cet état d'épuisement existentiel que j'ai pris la décision, 6 mois après le divorce, de vendre l'entreprise. Mes 2 fils, à qui j'en ai parlé lors d'un dîner à Lyon, ont approuvé sans hésiter. Antoine m'a dit « Papa, tu as donné toute ta vie à cette boîte, il est temps que tu vives pour toi maintenant. » Maxime, plus pragmatique, m'a demandé combien je pensais en tirer. Quand je lui ai donné une estimation, il m'a dit « Avec ça, tu peux vivre où tu veux, comme tu veux pour le reste de ta vie. Choisis bien. » La cession de l'entreprise a duré près de 9 mois. 3 groupes m'avaient approché, dont un acteur français important du secteur. Les négociations ont été techniques, précises, parfois tendues. J'étais dans mon élément. Je connaissais chaque ligne du bilan, chaque contrat client, chaque actif et chaque dette. Je savais exactement ce que mon entreprise valait, et je n'allais pas la céder pour moi. La signature finale a eu lieu dans un cabinet d'avocats du 8e arrondissement, par un mardi matin de novembre. Après les frais de cession, les impôts sur la plus-value et le règlement de quelques dettes professionnelles, le montant net qui a atterri sur mon compte bancaire était d'environ 3 200 000 euros. À cela s'ajoutaient 800 000 euros d'épargne et de placements antérieurs que j'avais accumulés au fil des années. Au total, je disposais de 4 millions d'euros, plus l'appartement parisien que j'occupais en location et le petit studio que j'avais conservé à Versailles après le divorce, mis en location longue durée. Le soir de la signature, je suis rentré dans mon appartement parisien, j'ai ouvert une bouteille de vin, j'ai allumé la télévision et j'ai regardé l'écran sans rien voir. Je venais de couronner 22 années de travail acharné par un succès financier dont peu de gens peuvent rêver et je me sentais complètement vide. Ce vide post-session, je l'avais pas anticipé. J'avais lu pourtant des articles sur le sujet, j'avais entendu d'autres dirigeants qui avaient vendu leurs entreprises avant moi évoquer cette sensation étrange. Mais tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas vraiment comprendre ce que c'est que de se réveiller un matin sans entreprise à diriger après 22 ans, à n'avoir fait que ça. C'est dans cette phase précise de fragilité émotionnelle que je vais commettre l'erreur de jugement la plus coûteuse de toute ma vie, une erreur que je n'aurais jamais commise dans ma vie professionnelle, une erreur qui contredit chacune des règles que j'avais appliquées avec rigueur pendant 22 ans. Et le plus troublant, c'est que cette erreur, je l'ai commise lentement, méthodiquement, étape par étape, en croyant à chaque instant que j'étais en train de prendre les bonnes décisions. Quelques semaines après la signature de la cession, j'ai décidé de m'offrir ce que je n'avais jamais pris depuis 22 ans, de vraies vacances. Pas une semaine arrachée entre 2 contrats. Pas un week-end prolongé avec mon téléphone professionnel à portée de main. 3 semaines complètes, sans agenda, sans obligation, dans un endroit que je ne connaissais pas. J'ai choisi la Thaïlande presque par hasard. Un confrère dirigeant qui avait vendu son entreprise quelques années avant moi m'avait parlé de Phuket comme d'un endroit où il avait passé des mois de décompression après sa propre session. La douceur du climat, la beauté des paysages, la qualité des hôtels, la simplicité d'un pays où l'on pouvait être à la fois touriste et tranquille. J'ai réservé un séjour dans un hôtel haut de gamme, du côté de Surin Beach, et j'ai pris l'avion en janvier pour la première fois de ma vie sans dossier professionnel dans ma sacoche. Ces 3 semaines m'ont fait un bien immense. Je me levais tard, je nageais dans la mer le matin, je déjeunais dans des petits restaurants de bord de mer, je marchais l'après-midi sur des plages que je découvrais une par une. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti quelque chose en moi se détendre. Vers la fin de mon séjour, j'ai croisé dans un petit restaurant français de Kamala Beach un compatriote installé depuis 15 ans à Phuket, un certain Bertrand, ancien restaurateur originaire de Bordeaux, qui avait ouvert ce petit établissement après avoir vendu son affaire en France. Nous avons sympathisé autour d'un dîner. Bertrand avait à peu près mon âge, il était installé en Thaïlande avec une femme thaïlandaise depuis 8 ans. Ils avaient une petite fille de 6 ans et il m'a parlé de sa vie ici avec une sérénité qui m'a frappé. Il m'a pas vendu un fantasme tropical. Il m'a au contraire mis en garde contre certaines mésaventures qu'il avait observées chez d'autres expatriés français. Il m'a parlé des erreurs classiques, des structures à éviter, des avocats à fuir.
Et il m'a aussi parlé, vers la fin du dîner, d'une femme thaïlandaise qu'il connaissait depuis plusieurs années, une amie de sa propre épouse, qui dirigeait une boutique de bijouterie à Phuket Town et qui pourrait, éventuellement, si cela m'intéressait, me faire visiter l'île hors des sentiers battus pendant les quelques jours qui me restaient. Bertrand m'avait précisé qu'elle parlait un anglais correct, qu'elle venait d'une famille de petits commerçants installés à Phuket depuis 3 générations et que c'était une femme sérieuse, complètement différente de l'image que les Français se font des relations à Phuket. J'ai hésité avant d'accepter, mais Bertrand m'avait inspiré confiance. Il n'était pas le genre d'homme à pousser un compatriote vers une rencontre suspecte. Et l'idée de découvrir l'île avec quelqu'un qui en connaissait les coins discrets m'attirait davantage que l'idée de passer mes derniers jours dans les zones touristiques bondées. Bertrand a organisé un déjeuner 3 jours plus tard dans un restaurant de Phuket Town. C'est là que j'ai rencontré Sirikamon Fongsiri, que tout le monde appelait Aon dans son entourage. Elle est arrivée à quelques minutes de retard, en s'excusant calmement. Elle portait une robe longue en soie de couleur ivoire, ses cheveux étaient relevés en chignon, ses bijoux étaient discrets et de très bon goût. Elle ne ressemblait absolument pas à l'image que je m'étais faite. Elle avait 32 ans à l'époque, un visage fin et sérieux, des yeux noirs intelligents et une élégance posée qui m'a immédiatement frappé. Pendant le déjeuner, qui a duré près de 2 heures, elle a parlé peu, mais avec précision. Elle m'a expliqué l'histoire de sa famille à Phuket, l'origine de la boutique de bijouterie que sa mère avait ouverte 30 ans auparavant, la transition progressive qu'elle assurait elle-même depuis 5 ans en reprenant la direction de l'affaire. Elle m'a posé quelques questions sur Paris, sur mon parcours professionnel, sur la France en général. Elle m'a posé aucune question financière. Elle m'a fait aucun compliment appuyé. Elle ne m'a pas regardé avec cette intensité calculée que j'avais croisée parfois chez d'autres femmes thaïlandaises pendant mon séjour. Elle était simplement présente, polie, intéressante. L'après-midi, elle m'a fait visiter Phuket Town comme elle l'avait proposé, les vieilles maisons sino-portugaises de la rue Talang, le marché aux herbes près du temple chinois, le petit café où elle avait ses habitudes avec son frère cadet. Elle marchait à mon rythme, elle me laissait prendre des photos, elle commentait ce que je voyais avec une connaissance précise de l'histoire de chaque quartier. Au moment de nous séparer, vers 10 à 8 heures, elle m'a simplement dit qu'elle avait apprécié cette journée, qu'elle me souhaitait un bon retour à Paris et qu'elle serait heureuse de me revoir si je revenais à Phuket. Pas de numéro insistant, pas de regard appuyé, pas de geste ambigu, juste une poignée de main posée et un sourire courtois. Le soir même, dans ma chambre d'hôtel, je me suis surpris à penser à elle, pas comme à une conquête, pas comme à une aventure, mais comme à une personne qui m'avait donné, en quelques heures, la sensation d'avoir eu une vraie conversation pour la première fois depuis très longtemps. Le lendemain, j'ai demandé à Bertrand son numéro. Il me l'a donné après avoir vérifié auprès de Sirikamon qu'elle était d'accord pour que je la recontacte. Pendant les 2 années qui ont suivi, j'ai construit avec Sirikamon une relation à distance dont la lenteur et la mesure ont été les éléments décisifs qui ont éteint progressivement toute méfiance en moi. Je suis revenu à Phuket 3 fois par an pendant ces 2 années pour des séjours d'1 à 2 semaines chaque fois. À chaque visite, je retrouvais Sirikamon avec un plaisir grandissant. Nous dînions ensemble, nous nous promenions, nous parlions de plus en plus longuement. Elle m'a présenté progressivement à sa famille, sa mère Wanpen, une femme de 64 ans qui parlait un anglais hésitant mais qui m'accueillait avec une dignité qui m'a impressionné. Son frère cadet Somchei qui travaillait dans le tourisme à Patong, son oncle paternel Kaichana, ancien fonctionnaire à la retraite, qui parlait un anglais excellent et qui me posait des questions intelligentes sur la France et sur l'Europe. Cette famille thaïlandaise n'avait rien à voir avec les caricatures que j'avais en tête. C'était des gens posés, instruits, propriétaires de leur maison, ancrés dans leur ville depuis des décennies. Quand je dînais chez eux, on me servait des plats thaïlandais raffinés, on me parlait de l'histoire de Phuket, on me posait des questions sur la culture française et personne, absolument personne, ne m'a jamais parlé d'argent. Sirikamon, pendant ces 2 années, ne m'a jamais rien demandé. Pas une seule fois. Elle gérait sa boutique, elle gagnait modestement sa vie, elle m'a jamais fait sentir qu'elle attendait quoi que ce soit de moi sur le plan matériel. Quand je voulais lui offrir un cadeau, elle refusait souvent ou acceptait avec une modestie qui ne ressemblait à aucune comédie. Quand je l'ai invitée à venir à Paris pour la première fois, après 10 à 8 mois de relation à distance, elle a hésité plusieurs semaines avant d'accepter, en m'expliquant que c'était un voyage qui représentait pour elle un effort financier significatif et qu'elle voulait être sûre que cette visite en valait la peine. Je lui ai proposé naturellement de prendre en charge ses billets d'avion,
Elle a refusé poliment en m'expliquant qu'elle préférait régler elle-même son voyage parce que cela faisait partie de son équilibre intérieur. J'ai insisté à peine et elle a finalement accepté, mais en s'efforçant de me rembourser symboliquement par des cadeaux qu'elle m'avait apportés de Thaïlande, des objets artisanaux, des thés, un foulard en soie qu'elle avait choisi elle-même. Sa visite à Paris a duré 10 jours. Elle a logé chez moi, avec une discrétion absolue. Elle a découvert Versailles, le Louvre, le quartier latin, la Seine, avec une curiosité authentique. Elle ne s'est pas extasiée bruyamment devant les boutiques de luxe. Elle a au contraire passé de longues heures au musée d'Orsay, au musée Rodin. Elle a dîné avec quelques-uns de mes amis parisiens qui ont tous été frappés par son élégance discrète et par la qualité de sa conversation. À la fin de son séjour, elle est repartie à Bangkok comme elle était venue, sans rien demander, sans laisser entendre qu'elle attendait une suite particulière. Dans l'avion qui l'a ramenée en Thaïlande, j'ai compris que cette femme me bouleversait précisément parce que elle ne ressemblait à aucune image préconçue. Et c'est là, exactement à ce moment, que j'ai commis la première erreur fondamentale qui allait orienter tout le reste. J'ai inversé ma propre méthode d'analyse. Au lieu de me dire qu'une femme aussi parfaitement adaptée à mes attentes méritait une vérification supplémentaire, je me suis dit que cette adéquation était la preuve qu'elle était authentique. J'avais passé 2 ans à vérifier, sans le formuler explicitement, qu'elle ne ressemblait à aucun stéréotype d'arnaque thaïlandaise. Et c'est précisément cette vérification longue et patiente qui m'a rassuré au point d'éteindre, à partir de ce moment, toute méfiance ultérieure. C'est exactement la mécanique psychologique qu'une professionnelle de la captation patrimoniale doit obtenir chez sa cible, pas la confiance instantanée, mais la confiance gagnée par la durée. La cession de mon entreprise a coïncidé avec le moment où Siri Kamon et moi étions ensemble depuis presque 2 ans. 6 mois après la signature, lors d'un séjour à Phuket en mai, je lui ai proposé le mariage. Je l'ai fait simplement un soir sur la terrasse d'un restaurant de Surin Beach, sans bague extravagante, sans mise en scène. Elle a réfléchi pendant plusieurs jours avant de me répondre. Quand elle m'a finalement donné sa réponse, ce n'était pas un oui enthousiaste ni un non hésitant. C'était une acceptation mesurée, accompagnée d'une seule condition, un mariage simple, traditionnel célébré à Phuket dans son village familial, sans démesure, sans invités venus de France, en grand nombre, sans cérémonie luxueuse. Cette condition de modestie m'a semblé parfaitement cohérente avec ce que j'avais perçu d'elle pendant 2 ans. Je me souviens même avoir pensé à ce moment-là qu'une autre femme, à sa place, aurait probablement profité de ma situation post-session pour exiger un mariage somptueux. Siri Kamon, elle, refusait précisément ce type de geste. Cette modestie a été un argument décisif dans ma décision de m'engager pleinement. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends qu'un mariage modeste à Phuket lui coûtait infiniment moins sur le plan symbolique qu'un mariage parisien somptueux. Un mariage modeste à Phuket préservait ses repères, son territoire, son réseau de conseils invisibles. Un mariage parisien somptueux l'aurait exposé à des regards extérieurs auxquels elle préférait ne pas se soumettre. Le mariage civil a eu lieu à la mairie de Phuket Town par un matin de septembre, presque 4 ans avant le moment où je vous parle. La cérémonie traditionnelle s'est tenue le lendemain dans le village d'origine de la famille Phong Siri, à une vingtaine de kilomètres de Phuket Town, dans une maison familiale modeste mais élégante. Mes 2 fils, Antoine et Maxime, ont fait le voyage depuis Lyon et Londres. Ils ont assisté à la cérémonie avec une politesse réservée. Antoine m'a pris à part le soir de la cérémonie, dans la cour d'un hôtel où nous logions, et il m'a posé la seule question qu'un fils peut poser à son père dans un tel moment. « Papa, tu es sûr de ce que tu fais ?» Je lui ai répondu que oui, que j'étais sûr, que Siri Kamon n'était pas du tout ce qu'il pouvait imaginer, qu'elle ne m'avait jamais rien demandé pendant 2 ans, et que je trouvais en elle une présence qui me redonnait envie de vivre. Antoine a hoché la tête sans insister. Maxime, plus pragmatique, m'a simplement demandé si j'avais consulté un avocat français spécialisé en droit international avant de me marier. J'ai répondu que oui, mais j'ai menti. Je n'avais pas consulté d'avocat français. J'avais consulté Maître Sompong Liantakul, un avocat thaïlandais que m'avait présenté Siri Kamon, et que la famille Phong Siri me décrivait comme l'avocat de famille depuis plus de 30 ans. Maître Sompong m'avait rassuré sur tous les aspects juridiques du mariage. Il parlait un anglais excellent, un français suffisant, et il m'avait inspiré confiance par sa maîtrise apparente du droit thaïlandais et international. Cette confiance que j'avais accordée à Maître Sompong, sans contre-vérification par un avocat français indépendant, allait être l'erreur structurante qui rendrait possible toutes les opérations qui ont suivi. Après le mariage, nous sommes installés provisoirement dans une villa que j'avais louée à Kamala Beach, le temps de réfléchir ensemble à un projet immobilier durable. J'avais transféré la majeure partie de mes fonds vers la Thaïlande sur les conseils combinés de Maître Sompong et d'un conseiller en investissement, Kun Fisanu Worawat,
un homme d'une cinquantaine d'années que m'avait également présenté Siri Kamon, et qu'elle décrivait comme un ami de la famille spécialisé en immobilier touristique à Phuket. Kun Fisanu parlait un anglais parfait, il avait étudié quelques années à Sydney, et il m'expliquait avec une grande clarté le marché immobilier de Phuket, ses cycles, ses opportunités. Là encore, j'ai pas demandé d'avis indépendant. Je faisais confiance à l'écosystème de conseils que Siri Kamon avait mis autour de moi avec une fluidité naturelle. Je ne percevais pas que cet écosystème, dans sa cohérence, même dans sa fluidité, dans son apparente bienveillance, était précisément l'instrument qui allait orchestrer ma dépossession. Pendant 22 ans, j'avais dirigé une entreprise en appliquant 3 règles simples et inflexibles. Première règle, auditer chaque investissement supérieur à 50 000 € par un expert indépendant. Deuxième règle, ne jamais signer de structure juridique sans consulter au moins 2 avocats qui n'avaient aucun lien entre eux. Troisième règle, tenir une comptabilité personnelle séparée et rigoureuse, distincte de la comptabilité professionnelle. Ces 3 règles, que j'avais appliquées sans exception pendant 22 ans, j'allais les violer toutes les 3 au cours des 4 années suivantes, dans des opérations dont les montants étaient pourtant infiniment supérieurs à tout ce que j'avais traité dans ma vie professionnelle. La première opération immobilière a été présentée par Kun Fisanu environ 3 mois après le mariage. Il s'agissait d'une villa moderne avec piscine et vue sur la mer, située dans le quartier prisé de Surin Beach, à quelques minutes de la plage. Le prix demandé était d'1,4 million €. La villa était neuve, jamais habitée, conçue par un architecte thaïlandais reconnu, avec 4 chambres, un grand salon ouvert sur la piscine, une cuisine équipée à l'européenne, un jardin tropical entretenu. Siri Kamon est venue la visiter avec moi. Elle a exprimé une admiration mesurée, sans exagération. Elle m'a dit que c'était une belle maison, mais qu'elle me laissait juger seule si elle correspondait à ce que je cherchais. Cette retenue m'a touché. Je ne percevais pas qu'une femme qui veut orienter son mari vers un achat précis, sans paraître intéressée, doit précisément feindre la retenue. Maître Sompong a structuré l'achat selon une formule classique pour l'achat d'un bien immobilier en Thaïlande par un étranger marié à une Thaïlandaise. Comme la loi thaïlandaise interdit aux étrangers de posséder directement la pleine propriété d'un terrain, l'acquisition a été organisée via une société thaïlandaise nouvellement constituée, dans laquelle je détenais 49%, départ le maximum légal pour un étranger, et Siri Kamon 51%. Maître Sompong m'a expliqué qu'une convention de vote interne, signée parallèlement au statut de la société, me garantissait un contrôle effectif sur les décisions importantes concernant le bien immobilier. Cette convention, m'a-t-il assuré, était la pratique standard dans ce type de montage, et elle me protégeait pleinement. Aujourd'hui, avec le recul que m'a donné Maître Élise Chaubrin, l'avocate française qui a fini par auditer l'ensemble de mes structures, je sais que cette convention de vote interne est juridiquement contestable devant un tribunal thaïlandais et que sa valeur exécutoire dépend de circonstances qui ne sont pas favorables à l'étranger en cas de séparation conflictuelle. Mais à l'époque, j'ai signé sans demander d'audit juridique français indépendant. Cette signature a été le premier acte concret de violation de mes propres règles professionnelles. 1,4 million € engagés sur la base d'un seul avis juridique, fourni par un avocat présenté par ma femme, sans contre-vérification indépendante. Pendant 22 ans, je n'avais jamais signé un contrat client de 50 000 € sans l'avis d'au moins 2 avocats indépendants. Et j'inversais cette priorité au moment précis où elle aurait dû s'appliquer le plus rigoureusement. Nous nous sommes installés dans la villa de Surin Beach 1 mois après la signature. Pendant les premières semaines, j'ai vécu là quelque chose qui ressemblait à un bonheur calme et continu. Siri Kamon s'occupait de la décoration, elle organisait les déjeuners, elle invitait sa mère et son oncle à dîner régulièrement. La maison était belle, lumineuse, accueillante. Je passais mes matinées à lire dans le salon ouvert sur la piscine, mes après-midi à explorer les environs en voiture, mes soirées à dîner avec ma femme dans des restaurants que nous découvrions ensemble. J'avais 54 ans, j'étais marié à une femme remarquable, je vivais dans une villa de bord de mer et je sentais pour la première fois depuis très longtemps que ma vie avait un sens qui dépassait le travail. Environ 8 mois après notre installation à Surin Beach, Siri Kamon a évoqué pour la première fois un projet professionnel personnel. Elle voulait étendre la boutique de bijouterie familiale de Phuket Town en ouvrant une chaîne de 3 nouvelles boutiques dans les zones touristiques principales de l'île Patong, Caron et Bang Tao. Elle m'en a parlé avec une prudence qui m'a frappé. Elle n'a pas formulé de demande financière. Elle m'a simplement exposé son projet, comme on expose une idée à un mari qu'on consulte par respect intellectuel. Elle m'a expliqué qu'elle avait travaillé sur ce projet depuis plusieurs années, qu'elle avait identifié les emplacements, négocié les baux, étudié les marges. Elle m'a montré un dossier que Kun Fisanu avait aidé à structurer
avec des projections financières détaillées, des hypothèses de chiffre d'affaires, des seuils de rentabilité. Le dossier était bien fait. Il était même remarquablement bien fait pour quelqu'un qui n'avait pas de formation financière formelle. C'est précisément la qualité du dossier qui m'a rassuré. Investissement total demandé pour la mise en place des 3 nouvelles boutiques, le stock initial de pierres semi-précieuses et le fonds de roulement des 10 à 8 premiers mois, 650 000 euros. Cyril Camon m'a précisé qu'elle ne me demandait pas de financer seule ce projet. Elle proposait que nous le portions ensemble comme un investissement familial, structuré via une société thaïlandaise dont elle me cédait 49% des parts en échange de mon apport, et qu'elle conserverait pour 50 et 1% en tant que dirigeante opérationnelle. La logique me paraissait cohérente. Elle apportait l'expertise, le réseau, la gestion quotidienne. J'apportais le capital, comme dans tout investissement industriel. J'ai signé. Maître Sampong a rédigé les actes. Khun Phitsanul a validé la pertinence économique du projet. Les 3 boutiques ont effectivement ouvert dans les 9 mois qui ont suivi. Elles fonctionnaient. Pas avec l'éclat des projections initiales, mais avec une activité réelle, des employés, des clients touristiques qui passaient et achetaient des bijoux en pierre locale. Pendant les premiers mois, je ne me suis pas posé de questions. La société versait à Cyril Camon une rémunération de gérante, modeste mais cohérente. Elle ne distribuait pas encore de dividendes, ce qui me paraissait normal pour une activité en phase de démarrage. Aujourd'hui, je sais que la structure juridique de cette société, que je n'avais pas analysée en profondeur, donnait à Cyril Camon le contrôle effectif sur les flux financiers, indépendamment de la répartition formelle du capital. Les comptes étaient tenus par un cabinet comptable de Phuket Town qui travaillait depuis des années avec la famille Phong Siri. Les commandes de stock passaient par des fournisseurs proches de l'oncle Shaichana. Les marges sur certains produits étaient structurées de telle manière qu'une partie de la valeur créée par les boutiques s'évaporait dans des flux que je n'avais pas les moyens de tracer sans audit indépendant. Et j'avais pas demandé d'audit indépendant parce que j'étais le mari, parce que j'étais en confiance, parce que je voulais soutenir le projet de ma femme sans paraître soupçonneux. 650 000 euros engagés selon la même logique de violation de mes propres règles. Deuxième entorse majeure à mes principes professionnels. Si vous appréciez les histoires que je raconte, pensez à appuyer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est essentiel pour la croissance de cette chaîne et m'aide à consacrer du temps à ces vidéos malgré mon engagement professionnel à temps plein. Merci d'être là. Environ 1 an après l'ouverture des boutiques de bijouterie, Khun Phitsanul est venu me voir avec ce qu'il a présenté comme une opportunité exceptionnelle. Un de ses amis de longue date, un promoteur thaïlandais nommé Khun Wirat, développait un projet d'hôtel-boutique de 15 chambres dans le quartier de Cheang Talei, à proximité de Bang Tao Beach. Le projet était bien avancé, terrain acquis, permis de construire obtenu, plans architecturaux validés, budget de construction bouclé pour environ 2 700 000 euros au total. Khun Phitsanul m'a expliqué que le promoteur cherchait à compléter son tour de table par un investisseur prêt à apporter 750 000 euros en échange d'une participation de 28% dans la société de projet. La rentabilité projetée était attractive. Un retour sur investissement complet en 7 à 8 ans, avec ensuite des distributions régulières de bénéfices. J'ai rencontré Khun Wirat à plusieurs reprises avant de prendre ma décision. C'était un homme d'une 60aine d'années, calme, méthodique, qui parlait un anglais parfait. Il m'a montré les plans, les contrats de construction, les études de marché. Il m'a fait visiter le terrain, expliquer la stratégie commerciale, présenter l'équipe. Tout était cohérent et professionnel. À cette opération, pour la première fois depuis le début de ma vie en Thaïlande, j'ai ressenti une légère réticence professionnelle. Pas une méfiance précise, juste une sensation diffuse qu'il aurait fallu, peut prendre un peu plus de temps, mais j'étais fatigué. J'étais émotionnellement épuisé après 2 années de transition vie professionnelle vers vie personnelle. Et j'ai écarté cette réticence comme on écarte une intuition gênante quand on n'a plus l'énergie de la creuser. J'ai investi les 750 000 euros. Maître Sampong a structuré l'opération. Le projet hôtelier a effectivement été construit dans les délais prévus. L'hôtel a ouvert ses portes environ 14 mois plus tard. Et il a commencé à accueillir des touristes. Mais la structure juridique de l'opération, là encore, organisait les distributions de bénéfices futurs à travers des sociétés intermédiaires dont je découvrirai bien plus tard l'existence. Ces sociétés intermédiaires étaient contrôlées par Cyril Camon, par son oncle Shaichana et par d'autres membres de l'écosystème familial dont je n'avais jamais soupçonné l'implication. 750 000 euros engagés selon la même logique défaillante, 3e entorse majeure à mes propres règles. Pendant ce temps, parallèlement à ces investissements structurants,
Je finançais un train de vie qui correspondait à ma nouvelle situation. Voiture neuve achetée localement pour environ 80 000 euros, voyage régulier en Thaïlande et dans les pays voisins, dîner luxueux dans les meilleurs restaurants de Phuket, cadeaux importants à Sirikamon. J'ai notamment financé l'achat de plusieurs bijoux d'investissement qu'elle m'avait présentés comme des pierres précieuses qu'elle conserverait comme stock pour la boutique principale, mais qu'elle conservait en réalité à titre personnel dans un coffre-fort dont je n'avais pas la combinaison. Ces cadeaux et ce train de vie ont représenté environ 350 000 euros sur la période. Ajouté aux 400 000 euros que j'ai dépensés progressivement en amélioration de la villa de Surin Beach, extension de l'aile habitation, rénovation complète de la piscine, construction d'un pavillon d'invités séparé, achat de mobilier de luxe importé d'Europe, la facture totale du train de vie et des améliorations atteignait environ 750 000 euros supplémentaires. Toutes ces améliorations, je dois le préciser, augmentaient juridiquement la valeur de la villa, dont la structure de propriété favorisait majoritairement Sirikamon en cas de séparation. Chaque euro investi dans la rénovation de la villa était, sans que je le perçoive, un euro qui consolidait mécaniquement la position patrimoniale de ma femme aux dépens de la mienne. C'est un point sur lequel je veux insister, parce qu'il illustre la mécanique précise de ce qui m'est arrivé. À aucun moment, dans aucune des opérations que j'ai signées, il y a eu de fraude grossière, de menaces ouvertes ou de tromperies spectaculaires. Chaque opération était prise isolément, juridiquement structurée, selon des modèles utilisés couramment en Thaïlande pour les achats immobiliers et les investissements conjoints entre étrangers et résidents thaïlandais. Mais l'ensemble de ces opérations, considérées globalement, dessinait un schéma de captation patrimoniale méthodique, étalé sur plusieurs années, qui orientait progressivement la majeure partie de mon capital vers des structures où Sirikamon et son écosystème conservaient le contrôle effectif. Et c'est précisément cette mécanique d'accumulation lente, étalée sur près de 4 ans, qui rendait la captation invisible. Si Sirikamon avait demandé 2 millions d'euros en une seule fois, je l'aurais évidemment refusé, mais elle ne demandait jamais. Elle proposait des opportunités, des projets, des investissements. Et chaque opération, à l'échelle où elle était présentée, paraissait rationnelle. Les premiers signaux d'alerte ont commencé à apparaître environ 3 ans après mon installation en Thaïlande. Ce sont d'abord des incohérences mineures qui m'ont mis la puce à l'oreille. Les boutiques de bijouterie que je voyais fonctionner avec une activité visible ne distribuaient toujours pas de dividendes. Quand j'ai demandé des explications à Sirikamon, elle m'a parlé de réinvestissement nécessaire, de marge en construction, de tension de trésorerie. Ces réponses étaient cohérentes mais évasives. Le projet hôtelier de Tchantale, qui devait commencer à générer des revenus après son ouverture, présentait des comptes étrangement opaques. Quand j'ai demandé à Kunwirat des bilans détaillés, j'ai reçu des documents qui ressemblaient davantage à des résumés synthétiques qu'à des comptes audités. Les justifications portaient sur des charges d'exploitation que je n'arrivais pas à rattacher à des postes précis, sur des investissements complémentaires que je n'avais pas validés, sur des frais de gestion versés à des sociétés dont j'avais jamais entendu parler. Ces signaux, pris séparément, auraient pu s'expliquer par une gestion approximative ou par une comptabilité thaïlandaise différente des standards français. Mais en tant qu'ancien dirigeant d'entreprise, j'ai commencé à reconnaître un schéma. Pendant 22 ans, j'avais audité des dizaines d'entreprises clientes. J'avais appris à identifier la signature comptable spécifique des structures conçues pour absorber des flux sans les redistribuer transparentement. Cette signature, je la connaissais. Elle se reconnaît à des indices précis. Opacité progressive des comptes, multiplication des sociétés intermédiaires, justification systématique de l'absence de distribution, charge d'exploitation supérieure aux normes du secteur, et surtout, refus poli mais persistant de fournir un audit indépendant. Et c'est exactement cette signature que je commençais à reconnaître dans mes propres investissements. La signature des structures que j'avais moi-même signées. Cette reconnaissance s'est faite progressivement sur plusieurs mois. Pendant ces mois, je n'ai rien dit à Sirikamon. Je continuais à vivre normalement avec elle, à dîner, à voyager, à lui donner des baisers le matin et le soir. Mais quelque chose s'était cassé en moi. Une partie de mon esprit, la partie qui avait été dirigeante d'entreprise pendant 22 ans, se réveillait après 4 ans d'extinction émotionnelle. Et cette partie commençait à comprendre méthodiquement, froidement, ce qui s'était passé. J'étais pas encore prêt à formuler la conclusion à laquelle je parvenais peu à peu. Parce que cette conclusion impliquait que la femme que j'avais épousée, la femme avec qui je vivais depuis 4 ans, la femme qui m'avait inspiré la confiance la plus profonde de toute ma vie d'adulte, n'était pas du tout celle que j'avais crue. Cette conclusion était trop douloureuse pour que je la formule explicitement à moi-même.
Alors j'ai fait ce que font tous les hommes intelligents quand ils refusent de reconnaître l'évidence. J'ai continué à fonctionner normalement, en attendant qu'un événement extérieur me force à affronter ce que je savais déjà. Cet événement est venu sous la forme d'un voyage à Bangkok, environ 4 mois avant le moment où je vous parle. J'avais pris rendez-vous avec un cardiologue de l'hôpital Bumrungrad pour un examen de routine. Mes deux fils m'avaient recommandé ce centre médical, qui jouit d'une réputation internationale en Asie. J'ai voyagé seul en disant à Siri Kamon que je profiterais du séjour pour quelques rendez-vous personnels. Elle n'a pas insisté pour m'accompagner. Elle n'a pas cherché à savoir précisément quels étaient ces rendez-vous personnels. Cette absence de curiosité, je l'ai comprise plus tard, faisait également partie de sa stratégie. Laisser à son mari l'illusion d'un espace de liberté qui, en réalité, ne menaçait en rien la captation déjà accomplie. À Bangkok, j'ai fait mon examen cardiologique, dont les résultats étaient parfaitement normaux. Et c'est en sortant de l'hôpital, dans le quartier de Sukhumvit, que j'ai croisé par hasard un ancien camarade de l'école centrale, un certain Frédéric Massard, que je n'avais pas revu depuis plus de 30 ans. Frédéric vivait à Singapour depuis 20 ans, il dirigeait un fonds d'investissement spécialisé dans l'Asie du Sud-Est, et il était de passage à Bangkok pour quelques rendez-vous d'affaires. Nous avons déjeuné ensemble dans un restaurant français de Satorn. Au cours de ce déjeuner, sans avoir prévu de le faire, je lui ai raconté ma situation. Pas tout, pas immédiatement. J'ai commencé par évoquer mon mariage, mes investissements en Thaïlande, ma vie à Phuket. Mais Frédéric, qui connaît bien les mécanismes de captation patrimoniale dans la région, a immédiatement perçu certains signaux dans mon récit. Il m'a posé des questions précises, les structures sociétaires de mes investissements, les avocats qui les avaient rédigés, la nature des conventions internes, la transparence des comptes. Pour chaque question, ma réponse révélait davantage l'opacité dans laquelle j'avais accepté de me placer. À la fin du déjeuner, Frédéric m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Laurent, je ne veux pas dramatiser, mais ce que tu me décris ressemble dangereusement à un schéma de captation patrimoniale orchestré sur le long terme. Tu devrais consulter un avocat français installé en Thaïlande qui n'a aucun lien avec l'écosystème de ta femme et tu devrais le faire dans les jours qui viennent. » Frédéric m'a recommandé Maître Élise Chaubrun, une avocate française d'une 40aine d'années, installée à Bangkok depuis 12 ans, spécialisée précisément dans les contentieux patrimoniaux entre étrangers et résidents thaïlandais. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec elle. J'ai prolongé mon séjour à Bangkok d'une semaine en disant à Siri Kamon que mes rendez-vous médicaux nécessitaient des examens complémentaires. J'ai apporté à Maître Chaubrun l'ensemble des documents que j'avais avec moi, statut des sociétés, convention de vote, contrat d'investissement, compte des dernières années des différentes entités, copie des actes notariés. Maître Chaubrun a pris 5 jours pour examiner l'ensemble. Pendant ces 5 jours, j'ai logé dans un hôtel discret du quartier de Siloam. Je suis pratiquement pas sorti. J'attendais le rapport en lisant des livres que je n'arrivais pas vraiment à suivre. Le 6e jour, Maître Chaubrun m'a reçu dans son cabinet pour me présenter ses conclusions. Le diagnostic était sévère et précis. La villa de Surin Beach, malgré la convention de vote interne, était juridiquement difficile à récupérer pour moi en cas de séparation conflictuelle, parce que cette convention pouvait être contestée devant un tribunal thaïlandais selon des angles juridiques que les avocats locaux d'une partie adverse maîtriseraient parfaitement. La société des boutiques de bijouterie était structurée de telle manière que Siri Kamon contrôlait effectivement les flux financiers indépendamment de la répartition formelle du capital et qu'aucun audit purement comptable ne pourrait facilement reconstituer la valeur réelle qui s'était évaporée à travers les fournisseurs liés et les charges d'exploitation gonflées. Le projet hôtelier de Chiang Thale impliquait des sociétés intermédiaires dont j'ignorais l'existence avant la consultation et dont la structure organisait des prélèvements systématiques sur les flux qui auraient dû me revenir. Le total des fonds engagés dans ces structures à dominante de récupération difficile s'élevait à environ 2 800 000 euros. Je n'ai rien dit pendant que Maître Chaubrun me présentait ses conclusions. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Quand elle a terminé, je suis sorti de son cabinet, j'ai marché jusqu'à un café du quartier de Satorn et je me suis assis à une table en terrasse. J'ai commandé un café que j'ai pas bu, j'ai relu le rapport qu'elle m'avait remis, je l'ai relu une 2e fois en silence. Puis j'ai commandé un second café que j'ai bu lentement, en regardant la circulation thaïlandaise s'écouler devant moi. Je ne ressentais ni colère ni tristesse. Je ressentais une lucidité froide, presque clinique,
qui me rappelait certaines réunions de crise de ma vie professionnelle. La lucidité du dirigeant qui découvre qu'un de ses cadres importants a détourné des fonds et qui doit immédiatement passer du registre émotionnel au registre opérationnel pour limiter les dégâts. Cette lucidité, je l'avais possédée pendant 22 ans. Je la croyais perdue et elle revenait intacte au moment exact où elle aurait dû me protéger 3 ans plus tôt. Maître Schaubrun ne m'avait pas caché que la situation, bien que défavorable, n'était pas totalement désespérée. Plusieurs angles d'attaque juridique existaient. Le terrain de l'absence d'audit, indépendant lors de signatures successives, en particulier, pouvait permettre de remettre en cause la validité de certaines conventions. La qualification d'abus de confiance pour certaines opérations spécifiques pouvait également être envisagée, mais elle m'avait prévenu. Une procédure complète serait longue, coûteuse, étalée sur plusieurs années, et son issue resterait incertaine. La voie qu'elle me recommandait, à la place, était celle d'une stabilisation discrète des avoirs résiduels, suivie d'une négociation patrimoniale pour récupérer une partie raisonnable des fonds engagés, sans s'épuiser dans une procédure hasardeuse. J'ai suivi son conseil. Je suis rentré à Phuket 6 jours après la consultation. Siri Kamon m'a accueilli normalement, elle m'a posé quelques questions sur mes examens médicaux. Je lui ai donné des réponses banales. Pendant les semaines qui ont suivi, je n'ai rien changé en apparence dans ma vie quotidienne avec elle. Mais en sous-main, j'ai commencé à mettre en place la stratégie que Maître Schaubrun m'avait recommandée. Mes avoirs résiduels disponibles, à ce moment-là, s'élevaient à environ 800 000 euros, répartis sur différents comptes en France, en Suisse et localement. J'ai progressivement transféré la majeure partie de ces fonds vers des structures protégées, en France et à Singapour, par mouvements modérés étalés sur plusieurs semaines, pour éviter qu'un transfert massif n'attire l'attention de Siri Kamon ou de Maître Sompong. J'ai également commencé à reconstituer méthodiquement l'ensemble de la documentation patrimoniale de mes opérations en Thaïlande. Je faisais des copies des actes, je collectais les comptes des sociétés, je conservais les correspondances avec Maître Sompong et avec Hun Fisanu. Je me préparais à la négociation à venir avec une rigueur de dirigeant d'entreprise, exactement comme je m'étais préparé à la cession de mon entreprise 4 ans plus tôt. Sauf que cette fois, j'étais du côté du vendeur affaibli, pas du côté du dirigeant en position de force, et c'est cette inversion de position que je trouvais la plus humiliante. Pendant 22 ans, j'avais conduit des négociations en position dominante. Je connaissais mes dossiers mieux que mes interlocuteurs. Je préparais mes réunions plus rigoureusement. Je gardais toujours plusieurs coups d'avance. Je ne laissais jamais la pression émotionnelle me dicter mes décisions. Et je devais désormais conduire la négociation la plus importante de ma vie patrimoniale en position d'affaibli contre une femme que j'avais épousée et qui m'avait méthodiquement dépouillé pendant 4 ans avec l'aide d'une équipe de conseil que je n'avais jamais vue en action. 6 semaines après mon retour de Bangkok, j'ai provoqué la conversation que j'avais préparée minutieusement. C'était un dimanche soir dans la villa de Surin Beach, après un dîner que Siri Kamon avait préparé elle-même. Nous étions assis sur la terrasse qui donne sur la piscine. Le ciel était dégagé, la nuit thaïlandaise était calme, on entendait au loin le bruit régulier des vagues sur la plage. J'avais répété mentalement chaque phrase. Je voulais pas tout révéler immédiatement. Je voulais provoquer une réaction, observer comment Siri Kamon s'y prendrait et ajuster ma stratégie en fonction de ce que je verrais. Je lui ai dit calmement, en français, parce que sa maîtrise du français était suffisante pour comprendre les nuances de ce que j'allais lui dire, que je ressentais depuis plusieurs mois, un déséquilibre dans notre situation patrimoniale commune. Que ce déséquilibre, je n'arrivais pas à l'identifier précisément, mais qu'il me préoccupait suffisamment pour que je souhaite un audit complet de l'ensemble de nos structures. Je lui ai précisé que cet audit serait conduit conjointement par Maître Sompong, qu'elle connaissait depuis toujours, et par un avocat français que je choisirais moi-même à Bangkok. J'ai présenté cette demande comme une démarche de saine gestion patrimoniale, sans accusation, sans agressivité. J'ai utilisé le vocabulaire des dirigeants d'entreprise qui demandent des audits par mesure de prudence, pas par défiance. Siri Kamon m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse pendant une trentaine de secondes. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux, avec une expression que je n'avais jamais vue chez elle pendant nos 4 années de mariage. Une expression de calme professionnel, une expression qui ressemblait à celle des dirigeants que j'avais affrontés en négociation. Et elle m'a répondu, en français lui aussi, avec une élégance feutrée, qu'elle comprenait parfaitement ma demande, qu'elle la trouvait légitime, et qu'elle proposait même de faciliter cet audit en mettant à disposition de mon avocat français tous les documents nécessaires dans les meilleurs délais. Cette réponse m'a glacé. Pas parce qu'elle était hostile,
Au contraire, parce qu'elle était parfaitement maîtrisée. Une femme qui n'avait rien à cacher aurait pu être protestée, demander des explications, exprimer une déception légitime. Siri Kamon, elle, avait immédiatement compris la portée stratégique de ma demande. Et elle avait répondu par une coopération apparente, qui était en réalité une déclaration de guerre patrimoniale silencieuse. Cette nuit-là, j'ai pas dormi. J'ai compris, à cet instant précis, que ma femme n'était pas une amatrice, qu'elle n'avait jamais été une amatrice, qu'elle était une professionnelle accompagnée par une équipe que je n'avais jamais vue et qui anticipait depuis des années le moment où je finirais par demander un audit. Cette équipe s'était préparée à cette éventualité depuis le premier jour. Et ma femme, en répondant aussi calmement à ma demande, me confirmait que la captation orchestrée pendant 4 ans était l'œuvre d'une intelligence patiente, d'une discipline méthodique et d'une coordination que je n'avais jamais soupçonnée. Dans les jours qui ont suivi, Siri Kamon a effectivement coopéré formellement à la mise en place de l'audit. Maître Sompong a été informé. Maître Chaubrin a été désigné comme l'avocate française de l'opération. Les documents ont commencé à circuler entre les deux cabinets. Mais en parallèle, dans les jours qui ont suivi notre conversation, j'ai observé certains mouvements discrets que Siri Kamon ne pouvait pas masquer complètement. Elle s'est absentée plusieurs fois sans m'informer précisément de ses destinations. Elle a passé des appels téléphoniques en taille, dont elle abrégeait la durée quand je m'approchais. Elle a fait plusieurs déplacements à Phuket Town, à la boutique principale, dans des plages horaires qui correspondaient pas à ses habitudes. Maître Chaubrin, que je consultais désormais régulièrement par téléphone et par courriel chiffré, m'a confirmé que ces signaux étaient cohérents avec une stratégie de transfert discret de certains actifs liquides. Siri Kamon, pendant que les deux cabinets d'avocats échangeaient officiellement sur l'audit, déplaçait simultanément ce qu'elle pouvait déplacer encore. Bijoux, comptes secondaires, fonds des boutiques, vers des comptes que je ne pourrais plus atteindre via une procédure ordinaire. Cette stratégie parallèle ne m'a pas surpris. Elle m'a au contraire confirmé tout ce que j'avais conclu après ma consultation à Bangkok. Siri Kamon avait préparé depuis longtemps son plan de repli. Elle le déclenchait maintenant. Pendant que la négociation officielle se mettait en place, pour limiter encore davantage le périmètre des avoirs récupérables, la négociation patrimoniale a véritablement commencé environ 1 mois après notre conversation du dimanche soir. Elle a pris la forme d'échanges techniques entre Maître Chaubrin, qui me représentait, et un cabinet d'avocats thaïlandais, distinct du cabinet de Maître Sompong, que Siri Kamon avait désigné spécifiquement pour cette négociation. Siri Kamon avait compris qu'utiliser Maître Sompong dans cette phase aurait soulevé des questions sur la neutralité de ce dernier pendant les 4 années précédentes. Elle a donc choisi un nouveau cabinet, présenté comme indépendant, mais qui s'est révélé travailler depuis longtemps avec son oncle Shaichana sur d'autres dossiers. La négociation a porté sur 3 axes principaux. Premièrement, la villa de Surin Beach et ses améliorations. Deuxièmement, la chaîne de boutiques de bijouterie et la valeur résiduelle de mes parts. Troisièmement, le projet hôtelier de Chiang Talei et ma part de 28% dans la société. Sur la villa, Maître Chaubrin a obtenu, après plusieurs semaines de discussion, une proposition de rachat de mes parts pour un montant compris entre 300 000 et 500 000 euros, selon les modalités finales qui restent en discussion au moment où je vous parle. C'est très en dessous de la valeur réelle que j'avais investie, mais c'est conforme à ce que Maître Chaubrin avait anticipé compte tenu de la structure juridique défavorable. Sur la chaîne de boutiques, la négociation est plus difficile. Le cabinet adverse soutient que les boutiques ont une rentabilité limitée, que mes parts ont peu de valeur intrinsèque et que le rachat de ces parts ne pourrait être envisagé qu'à des montants symboliques compris entre 100 000 et 150 000 euros. Maître Chaubrin conteste cette évaluation, mais elle reconnaît qu'une procédure d'audit comptable approfondie demanderait des mois et des moyens importants pour être conduite à son terme. Sur le projet hôtelier de Chiang Talei, la négociation est encore plus complexe. L'hôtel fonctionne, il génère des revenus, mais les sociétés intermédiaires absorbent une part significative de ces revenus avant qu'ils ne remontent jusqu'à moi. Maître Chaubrin estime qu'une récupération possible existe, mais qu'elle sera étalée sur plusieurs années, et que son montant final pourrait se situer entre 200 000 et 300 000 euros, selon la stratégie de sortie que nous adopterons. Au total, la négociation devrait permettre, si elle se conclut conformément à nos prévisions actuelles, une récupération comprise entre 700 000 et 1 million d'euros, qui s'ajoutera aux 800 000 euros que j'ai déjà sécurisés en France et à Singapour. Sur les 4 millions d'euros dont je disposais au moment de la cession de mon entreprise, je devrais finalement conserver entre 1 500 000 et 1 800 000 euros.
La perte nette sur la période de 4 années s'élèvera donc entre 2 200 000 et 2 500 000 euros. Je précise ces chiffres avec une rigueur clinique qui pourrait paraître froide, mais c'est précisément cette rigueur clinique que j'ai dû réactiver pour traverser cette épreuve. Si je m'étais laissé aller à l'émotion, si j'avais cédé à la colère ou au désespoir, j'aurais probablement engagé une procédure agressive qui m'aurait coûté encore plus cher en frais de procédure pour une récupération finalement marginale. La rigueur du dirigeant d'entreprise que j'avais perdu pendant 4 ans est ce qui me permet aujourd'hui de limiter les dégâts à un niveau encore acceptable. Au moment où je vous parle, je suis dans une chambre d'hôtel de Bangkok, dans le quartier de Silom, où je séjourne désormais une grande partie de mon temps pour suivre la négociation de prêt avec Maître Chaubrun. Je rentre à Phuket pour de courtes périodes, principalement pour ne pas rompre formellement la cohabitation avec Siri Kamon avant la conclusion de l'accord. Cette cohabitation devenue artificielle est une des choses les plus étranges que j'ai vécues. Nous dormons encore parfois dans la même villa, nous prenons encore parfois des repas ensemble, nous échangeons des mots banals sur le temps qu'il fait, sur les courses à faire, sur les visites de sa famille, et pendant ce temps, nos avocats négocient à Bangkok le démantèlement de notre vie commune et la répartition de ce qu'il reste de mon patrimoine. Je n'ai pas encore prévenu mes 2 fils de l'ampleur des pertes. Antoine est marié depuis 2 ans à Lyon, il attend un enfant pour le printemps prochain, son premier enfant qui sera mon premier petit-enfant. Maxime termine une formation complémentaire à Londres et envisage un poste à Singapour. Ils savent que ma situation conjugale traverse une phase difficile. Je leur ai dit cela lors d'un appel récent, mais ils ignorent encore le niveau financier précis du désastre. Je leur dirai après la conclusion de l'accord, quand les chiffres définitifs seront stabilisés. Je préfère leur annoncer une perte nette confirmée plutôt que des hypothèses encore mouvantes. Cette retenue est aussi une manière de préserver, autant que possible, leur image du père qu'ils ont connu pendant 22 ans à la tête de son entreprise. L'image d'un homme qui savait gérer son patrimoine. Cette image, ils vont devoir la corriger sérieusement. Mais je veux qu'ils la corrigent une seule fois, sur la base de chiffres définitifs, plutôt que de la voir s'effriter par étapes successives sur plusieurs mois. Je pense souvent, dans cette chambre d'hôtel de Bangkok, à l'appartement que j'ai conservé en location longue durée à Versailles. C'est probablement là que je vais finir par retourner. Le bail actuel arrive à échéance, dans un peu plus d'1 an, je ne renouvellerai pas, je récupérerai l'appartement et je m'y installerai. J'aurai alors 60 ans, je disposerai d'environ 1 700 000 euros au total selon les estimations actuelles, ce qui est encore une situation financièrement confortable, même si elle est très loin de ce que j'avais bâti par mon travail. J'aurai plus d'entreprise à diriger, je n'aurai plus de femme, je serai un retraité parisien comme tant d'autres, vivant dans son appartement haussmannien, avec ses fils à Lyon et bientôt à Singapour son petit enfant à venir, et ses souvenirs d'une parenthèse asiatique qui aura coûté beaucoup plus cher qu'elle n'aurait dû. Je suis pas amé, je suis lucide, ce qui est une posture intérieurement très différente de l'amertume. L'amertume mène à la rumination, à l'auto-apitoiement, à des phrases comme « on m'a volé ma vie » qui ferment l'avenir. La lucidité, elle, mène à une compréhension précise de ce qui s'est passé, des erreurs commises, des leçons à transmettre. Et c'est dans cette posture de lucidité que je veux conclure ce témoignage. Pendant 22 ans, j'ai dirigé une entreprise en appliquant 3 règles simples et inflexibles. Auditer chaque investissement supérieur à 50 000 euros par un expert indépendant. Ne jamais signer de structure juridique sans consulter au moins 2 avocats sans lien entre eux. Tenir une comptabilité personnelle séparée et rigoureuse. J'ai vendu mon entreprise pour 3 200 000 euros net. Et dans les 4 années qui ont suivi cette vente, j'ai violé chacune de mes 3 règles au moment précis où elles auraient dû me protéger le plus. Ma femme thaïlandaise n'a pas pris mon argent par tromperie spectaculaire ni par menace ouverte. Elle n'a jamais pleuré pour réclamer une somme urgente. Elle n'a jamais évoqué une mère malade ou un enfant en danger. Elle n'a jamais utilisé les techniques classiques de manipulation émotionnelle décrites dans les histoires d'arnaque sentimentale. Elle a fait quelque chose de bien plus sophistiqué. Elle a méthodiquement orchestré, avec l'aide d'une équipe de conseil que je n'ai jamais vue en action, une captation patrimoniale étalée sur 4 ans, dans laquelle chaque opération était formellement légale, chaque structure était formellement défendable, chaque acte était formellement signé par moi de mon plein gré. Elle a pris cet argent parce que j'avais cessé d'être le dirigeant que j'avais été pendant 22 ans, et qu'elle, pendant ce temps, était méthodiquement la dirigeante de l'opération de captation que je n'avais pas voulu voir. La leçon que je tire de cette histoire n'est pas qu'il faut se méfier des femmes thaïlandaises. Cette généralisation serait paresseuse et injuste. La leçon, c'est que la période la plus dangereuse de la vie d'un dirigeant n'est ni le lancement de son entreprise, ni sa cession.
C'est l'année qui suit la session où l'on a beaucoup d'argent disponible et où l'on a perdu temporairement la rigueur professionnelle qu'il avait générée. Cette période est dangereuse partout, pour tout le monde, mais elle est particulièrement dangereuse quand on y ajoute une transition vie privée, majeur divorce, deuil, recommencement et un changement géographique radical vers un pays dont on ne maîtrise ni la langue juridique, ni les codes culturels, ni les écosystèmes de conseil. Si je devais conseiller une seule chose, un confrère qui s'apprête à vendre son entreprise et à recommencer une nouvelle vie quelque part en Asie, ce serait celle-ci. Pendant les 3 premières années qui suivent la session, traitez votre propre patrimoine personnel exactement comme vous traitiez la trésorerie de votre entreprise au plus fort de votre carrière. Auditez, vérifiez. Doublez les avis juridiques en exigeant qu'au moins un avocat soit complètement indépendant de l'écosystème local de votre conjoint. Tenez une comptabilité personnelle distincte, mois par mois, avec un suivi rigoureux des flux entrants et sortants. Et surtout, méfiez-vous précisément de la femme qui ne vous demandera jamais rien. Méfiez-vous de la modestie apparente, méfiez-vous de l'autonomie économique mise en scène, méfiez-vous de la famille discrète et accueillante, méfiez-vous de l'avocat de famille présenté par votre conjoint, méfiez-vous du conseiller en investissement qui vous est présenté comme un ami fiable, méfiez-vous de la fluidité avec laquelle un écosystème de conseils s'organise autour de vous au moment où vous arrivez avec votre capital. Cette fluidité n'est jamais le fruit du hasard. C'est le fruit d'une préparation patiente, parfois étalée sur des années, par une équipe qui vous a identifié comme cible bien avant que vous ne soupçonniez son existence. Je ne dis pas cela pour effrayer ceux qui envisagent une seconde vie en Asie. Beaucoup d'expatriés français vivent en Thaïlande ou ailleurs des relations authentiques avec des femmes locales remarquables et bâtissent des familles heureuses. Je connais personnellement plusieurs cas de réussite, à commencer par celui de Bertrand, le restaurateur français de Kamala Beach, qui m'avait présenté Cyril Camon, et dont le mariage est resté solide et équilibré pendant toutes ces années. Le problème n'est pas le pays. Le problème n'est pas la culture. Le problème, c'est l'absence d'audit indépendant au moment où le capital arrive sur la table. Cette absence d'audit transforme une relation potentiellement saine en opportunité de captation pour ceux qui sont organisés pour saisir ce type d'opportunité. Je sais pas exactement quand je rentrerai définitivement à Versailles, probablement dans les 6 à 12 prochains mois, selon la conclusion de la négociation. Je sais pas non plus exactement ce que je ferai de mes années à venir. Je n'ai plus l'énergie d'entreprendre à nouveau. Et de toute façon, le capital qu'il me reste, bien que confortable, ne me permettrait pas de relancer une activité comparable à celle que j'ai dirigée. Je vais peu être enseigné, je vais peu être consulté ponctuellement quelques entreprises sur des missions précises. Je vais peu être simplement profiter de la présence de mes fils, du petit enfant qui arrive, de Versailles dont j'ai parfois la nostalgie au cours des nuits que je passe dans cette chambre d'hôtel de Bangkok. J'ai 58 ans. J'ai encore peu être 20 ou 25 ans devant moi, en bonne santé. Cette perspective ne me déprime pas. Au contraire, elle me rappelle que la perte que j'ai subie, aussi importante soit-elle financièrement, n'est pas la fin de quelque chose. C'est seulement la fin d'une parenthèse mal gérée, dans une vie qui continue, et qui peut encore être vécue avec dignité, avec lucidité, et avec la rigueur que j'avais peu, être perdue mais que je n'ai pas perdu définitivement. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, et que vous reconnaissez dans mon récit une situation qui pourrait ressembler à la vôtre à un dirigeant en transition, un divorce récent, une rencontre asiatique idéalement adaptée à vos attentes, un écosystème de conseil qui s'organise fluidement autour de votre arrivée avec votre capital, je vous demande une seule chose. Arrêtez tout pendant 3 jours. Prenez l'avion pour Bangkok ou Singapour. Consultez un avocat français complètement indépendant de l'écosystème de votre conjoint. Apportez-lui tous les documents, tous les actes, toutes les structures que vous avez signées et écoutez ce qu'il vous dira. Vous le regretterez peu, mais vous le regretterez infiniment moins que de découvrir, comme je l'ai découvert 4 ans trop tard, que la vie que vous pensiez construire était en réalité une opération patrimoniale méthodiquement orchestrée par d'autres, dont vous n'étiez pas le bénéficiaire mais simplement le financeur. Je m'appelle Laurent Desfontaines. J'ai 58 ans. J'ai vendu mon entreprise parisienne pour 3 200 000 € net et j'ai perdu plus de 2 millions de cette somme en 4 années passées en Thaïlande dans un mariage que j'avais cru solide. Si mon témoignage peut empêcher un seul confrère, un seul retraité, un seul dirigeant en transition de commettre les mêmes erreurs que moi, alors les heures que j'ai passées à reconstituer cette histoire pour vous la raconter auront eu un sens. Faites votre audit, doublez vos avocats.
Et surtout, ne perdez jamais, même au moment où vous croyez avoir le plus droit de vous reposer, la rigueur professionnelle qui vous a permis de bâtir ce que vous avez aujourd'hui à protéger. Cette rigueur, c'est elle qui fait la différence entre une seconde vie réussie et une seconde vie dilapidée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun des prochains témoignages que je partagerai sur cette chaîne.